Je vais le défendre, cria la pauvre fillette après que le millionnaire ait été accusé à tort. Au tribunal, elle a surpris tout le monde par ses paroles. La pluie tombait doucement sur les pavés humides de la place Bellecour, dessinant des ruisseaux argentés qui se faufilaient entre les dalles irrégulières. Lyon semblait retenir son souffle, enveloppé dans un silence d'ombres et de gouttes. Parmi les passants pressés, une petite silhouette détonnait par sa lenteur et son regard levé vers les nuages gris. Élodie, 11 ans à peine, marchait sans parapluie, ses vêtements collant à sa peau, ses cheveux trempés plaqués sur son front. Elle ne courait pas. Elle écoutait. La pluie était la seule voix qui ne lui mentait jamais. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, Élodie vivait à l'orphelinat Sainte-Claire, à quelques rues de là. L'endroit était strict, froid, mais elle avait appris à s'y faire. Ce qui la distinguait des autres enfants, c'était sa passion pour la justice. Dans un cahier usé, caché sous son matelas, elle écrivait des plaidoyers imaginaires, défendant des innocents accusés à tort, des enfants oubliés, des sans-abri invisibles. Elle voulait devenir avocate, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour que les gens comme elle soient enfin entendus. Ce jour-là, la pluie avait forcé les badauds à se réfugier sous les porches. Élodie, elle, s'était arrêtée sous le grand platane au centre de la place. Son regard s'était posé sur un homme à genoux, près d'un sans-abri. Il ne portait pas de manteau coûteux ni de montre voyante, juste un imperméable sobre et un regard attentif. Il tendait un sac de provisions et une petite enveloppe. Le sans-abri, surpris, serra la main de l'homme longuement. Il y avait là une chaleur que l'argent ne pouvait simuler. Curieuse, Élodie s'était approchée. Elle reconnut l'homme, Julien Moreau, 39 ans, entrepreneur connu, figure discrète mais respectée dans les colonnes économiques. Elle avait vu son visage dans les journaux de la bibliothèque municipale où elle se réfugiait parfois. Mais ce qu'elle vit ce jour-là, ce n'était pas un millionnaire. C'était un homme qui s'agenouillait dans la boue sans attendre de reconnaissance. Cela bouleversa Élodie. Leur regard se croisa un instant. Julien lui sourit, un sourire franc, sans pitié ni condescendance. Elle répondit timidement. Il s'approcha, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, trop émue pour répondre. Il lui tendit une petite couverture pliée dans son sac. « Tiens, garde-la. Et si un jour tu as besoin d'aide, cherche-moi. » Élodie prit la couverture. Il n'y eut pas d'autres mots. Pas de promesses, pas de sermon. Il se leva et s'éloigna, son imperméable battant au rythme du vent. Elle resta là, la couverture contre son cœur, les yeux fixés sur la silhouette qui disparaissait dans la brume pluvieuse. Elle ne savait pas encore que cet homme, si discret et si bienveillant, allait bientôt devenir le centre d'un tumulte médiatique dévastateur, ni que cette rencontre fugace allait changer à jamais le cours de leur vie respective. Mais ce soir-là, dans le silence de la pluie, Élodie avait ressenti quelque chose de rare, la certitude. Julien Moreau était un homme bon, et si un jour le monde disait le contraire, elle s'en souviendrait. Le calme de cette journée pluvieuse ne survécut pas à la semaine suivante. Lyon se réveilla un matin avec un vacarme médiatique assourdissant. Sur les unes des journaux, les titres agressèrent les regards, imprimés en lettres capitales. Noir sur fond rouge ou jaune, Julien Moreau sous enquête pour fraude et exploitation de mineurs. Les kiosques croulaient sous les exemplaires, les radios diffusaient en boucle les mêmes analyses précipitées, et les chaînes de télévision interrompaient leurs programmes habituels pour se concentrer sur ce qu'elles appelaient déjà l'affaire Moreau. À l'orphelinat Sainte-Claire, la nouvelle fit l'effet d'un séisme. Les surveillantes parlaient à voix basse dans les couloirs, mais leurs mots filtraient jusqu'aux oreilles attentives des enfants. Élodie, assise dans la salle commune, les yeux rivés sur le vieux poste de télévision vissé au mur, sentit son estomac se nouer. L'image de Julien apparut à l'écran, entouré d'agents de police devant les grilles de sa propriété cossue, pendant que le journaliste égrenait les accusations. Blanchiment d'argent, abus de pouvoir, exploitation de mineurs dans une de ses entreprises. Les animateurs de débat s'échauffaient, chacun y allant de son interprétation, certains évoquant même un réseau de corruption à grande échelle. Tous semblaient convaincus que l'homme réservé qu'était Julien cachait une double vie, une vérité sombre dissimulée derrière ses actions philanthropiques. On montrait des extraits de ses apparitions publiques, toujours brèves, toujours mesurées, et on les commentait avec suspicion. Les experts autoproclamés décryptaient ses silences,
ses regards, ses gestes. L'opinion, déjà fébrile, se forgeait une certitude sans même attendre les résultats de l'enquête. Élodie, elle, ne voyait qu'un mensonge massif. Son cœur battait à tout rompre. Elle revoyait l'homme sous la pluie, le regard sincère, le geste tendre, la voix douce. Elle serra plus fort contre elle la couverture qu'il lui avait donnée, désormais cachée sous son lit comme un talisman. « Il ne ferait jamais ça », murmura-t-elle, assez bas pour que personne ne l'entende. Mais à Sainte-Claire, même un murmure se propage comme une traînée de poudre. Une autre orpheline, qui avait entendu Élodie, répéta ces mots aux surveillantes, qui les rapportèrent à la directrice. Quelques heures plus tard, Élodie fut convoquée dans le bureau de celle-ci. Madame Brémond, une femme stricte au chignon tiré, la regarda longuement avant de parler. « Élodie, nous avons entendu que tu défends Monsieur Moreau. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas sain. Tu es une enfant. Laisse la justice faire son travail. » Élodie ne répondit rien. Ses yeux fixaient les motifs géométriques du tapis sous ses pieds. Elle savait que parler ne servirait à rien. On ne la croirait pas. On ne voulait pas la croire. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte, sortit son cahier et écrivit, rageusement, avec la mine cassée de son crayon, « Ce n'est pas juste. Personne n'écoute. » Pendant ce temps, les images de la perquisition dans la maison de Julien faisaient le tour des écrans. Les policiers ressortaient avec des cartons de documents, des disques durs, des ordinateurs portables. Les commentateurs les décrivaient comme des preuves accablantes, bien qu'aucune information officielle ne fût encore publiée. Des anciens employés de Moreau Industries témoignaient anonymement, dénonçant des pressions, des heurts non déclarés et surtout des activités suspectes dans les filiales à l'étranger. Personne ne s'interrogeait sur leur crédibilité, sur leur motivation. Le simple fait qu'ils parlaient suffisait. Dans les jours qui suivirent, Julien disparut de la scène publique. Les autorités annoncèrent qu'il était placé en garde à vue prolongée pour les besoins de l'enquête. Aucun mot ne sortait de la bouche de ses avocats. Le silence dans ce contexte passait pour une confession. Élodie passait désormais ses soirées à la bibliothèque de l'orphelinat, compulsant les journaux, découpant les articles, traçant des cercles autour des mots qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle apprendrait. Elle s'efforçait de comprendre comment tout cela pouvait être possible. Comment un homme pouvait être cloué au pilori sans que personne ne se lève pour le défendre. Un soir, alors que les autres enfants dormaient, elle relut un passage de son cahier où elle avait décrit un avocat fictif qui protégeait un vieil homme accusé à tort d'un vol qu'il n'avait pas commis. Elle le relut 3 fois, puis prit une décision. Julien n'avait plus de voix, mais elle en avait une. Petite, certes, faible peut-être, mais vraie. Elle sortit une feuille blanche, emprunta une enveloppe dans le bureau d'un surveillant distrait et commença à écrire. Une lettre adressée au cabinet de l'avocat de Julien Moreau. Elle y expliquait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu ce jour-là à Bellecour. Elle y racontait, avec des mots simples mais fermes, qu'il ne pouvait pas être coupable. Et surtout, elle ajouta quelque chose que personne d'autre ne pouvait dire, qu'elle avait vu une chose étrange, une présence dissimulée derrière un des piliers de la place, un homme qui observait, qui semblait nerveux. Ce détail, elle n'avait jamais osé le dire à personne. Elle ne savait pas s'il comptait. Mais maintenant, il fallait qu'elle le dise. Elle signa « Élodie, 11 ans, orpheline, témoin ». Puis en cachette, elle posta la lettre au matin suivant, entre 2 trajets surveillés. Elle savait que c'était risqué, qu'elle serait punie, mais quelque chose en elle brûlait, plus fort que la peur, l'injustice. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette lettre, jetée dans le tumulte comme une bouteille à la mer, allait bientôt rejoindre des mains inattendues, et que sa voix, si petite fût-elle, allait franchir les murs du silence. Les murs de l'orphelinat semblaient s'être refermés davantage sur Élodie depuis qu'elle avait envoyé sa lettre. Les surveillantes la surveillaient plus que d'habitude, et les punitions tombaient à la moindre incartade, comme si l'institution cherchait à éteindre en elle tout esprit d'initiative. Mais ce que les adultes ne comprenaient pas, c'était que l'indignation avait déjà pris racine dans son cœur. Elle n'était plus simplement une enfant curieuse, elle était devenue une témoin, une voix qui refusait de se taire. Une semaine après l'arrestation de Julien Moreau, Élodie prit une décision irrévocable. Elle devait le voir, peu importait comment, peu importait le risque. Elle voulait lui parler, lui dire ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle soupçonnait.
et si cela pouvait l'aider, alors elle était prête à tout. Le soir même, après le dernier appel, elle se glissa hors de son lit, enfila un vieux manteau trop grand pour elle et escalada le petit muret derrière les cuisines. Elle connaissait le chemin jusqu'au centre-ville mieux que les trajets imposés par les surveillants. Ses pieds, humides et gelés, la menèrent jusqu'à l'imposant bâtiment gris de la gendarmerie principale de Lyon. La façade était austère, éclairée par des néons blafards. Élodie resta plusieurs minutes de l'autre côté de la rue, observant les entrées et sorties. Elle n'avait aucun plan précis, seulement une urgence dans le ventre. Finalement, elle traversa, tremblante, et poussa la grande porte vitrée. L'accueil était vide, hormis un agent derrière un comptoir en plexiglas. L'homme, grand et las, leva les yeux vers elle. « Tu es perdue, petite ?» demanda-t-il d'un ton bourru. « Je suis venu voir monsieur Moreau. »« Julien Moreau. Il est ici, non ?» dit-elle sans détour. Le policier haussa les sourcils incrédule. « Tu viens le voir, pourquoi ?»« Parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose que personne ne sait, quelque chose qui pourrait changer tout. » L'homme soupira, se leva, fit signe à un collègue plus jeune qui arrivait avec 2 cafés. Les deux discutèrent à voix basse, puis revinrent vers elle. « Tu ne peux pas voir un détenu comme ça, gamine. Ce n'est pas une visite libre, surtout pas dans une affaire comme celle-là. Où sont tes parents ?»« Je n'en ai pas, répondit-elle. Je vis à Sainte-Claire. » Les 2 hommes échangèrent un regard. Le plus jeune s'adoucit un peu. « Écoute, c'est très noble de ta part, mais ce n'est pas à toi de régler ça. Tu ferais mieux de rentrer avant que quelqu'un ne signale ta disparition. » Mais Élodie ne recula pas. Au contraire, elle sortit une 2e lettre de sa poche. Elle l'avait écrite la veille, au cas où elle ne pourrait pas parler. Elle la tendit au plus jeune policier. « Alors donnez ceci à son avocat. Ou à lui, s'il vous plaît. C'est important. » Le policier hésita puis prit la lettre. Il ne promit rien, mais Élodie vit qu'il la mettait dans une pochette avec d'autres documents. Elle espéra que ce serait suffisant. Lorsqu'elle quitta la gendarmerie, le froid lui mordait les joues. Elle marcha sans but pendant des heures, incapable de retourner immédiatement à l'orphelinat. Les rues de Lyon, désertes à cette heure, lui semblaient plus vastes que jamais. Les réverbères dessinaient des halos incertains sur les trottoirs. Elle s'assit un moment sous l'auvent d'un café fermé et essuya ses yeux humides. Ce n'était pas la pluie, c'était la frustration, la fatigue, la peur. Au petit matin, elle revint discrètement à Sainte-Claire, espérant que son absence serait passée inaperçue. Mais en franchissant le portail arrière, elle vit immédiatement Madame Brémond l'attendre, les bras croisés. Sans dire un mot, elle la conduisit dans son bureau. La punition fut sévère, privation de sortie, de repas spéciaux, corvée supplémentaire. Mais Élodie ne broncha pas. Elle avait accompli ce qu'elle devait faire. Pendant les jours suivants, elle attendit un signe, un mot, une réaction. Mais rien ne vint. Elle observait les journaux avec fébrilité, écoutait les bulletins d'information, mais le nom de Julien n'était plus que celui d'un homme en détention préventive, en attente d'un procès retentissant. Aucun journaliste ne mentionnait une fillette venue déposer un témoignage. Aucune chaîne ne faisait écho à ses tentatives. Puis un matin, alors qu'elle balayait le couloir du 2e étage, elle entendit 2 surveillantes parler à voix basse à la salle du personnel. « Tu sais ce que j'ai appris ? Le procès de Moreau va commencer dans 2 semaines. C'est plus rapide que prévu. Les juges veulent frapper fort, et vite, pour l'exemple. » Élodie sentit un frisson la parcourir. 2 semaines. Et personne ne l'avait appelée. Personne ne l'avait cru. Sa lettre, sa démarche, son audace, tout semblait avoir été avalé par le silence. Mais au lieu de se résigner, elle redoubla d'efforts. Chaque soir, elle écrivait une nouvelle lettre. Une à la juge en charge de l'affaire, une autre au procureur, puis une 3e au barreau de Lyon. Elle copiait son témoignage encore et encore, ajoutant chaque fois un détail, une précision, une émotion. Et chaque matin, elle les glissait dans la boîte aux lettres extérieures pendant les rares minutes de sortie autorisée. Elle ne savait pas si elles arriveraient à destination, mais elle savait que rester silencieuse serait pire que tout. Elle commença aussi à dessiner. Non pas pour se distraire, mais pour mémoriser. Elle redessina la scène qu'elle avait vue à Bellecour. Julien tendant la couverture, l'homme derrière la colonne, l'angle des ombres, la posture méfiante. Elle se forçait à revivre ce moment, à capter chaque nuance. Si un jour on l'écoutait, elle devait être prête, implacable, inébranlable. Les autres enfants la regardaient avec un mélange de peur et de fascination.
Certains disaient qu'elle était folle, d'autres qu'elle voulait simplement qu'on parle d'elle. Mais elle n'écoutait pas. Elle savait ce qu'elle avait vu, elle savait ce qu'elle ressentait. Et rien, pas même l'indifférence des adultes, ne pourrait lui faire douter de ce qu'elle croyait. Car au fond d'elle, une conviction la guidait. La vérité ne meurt pas dans le silence. Elle attend, elle persiste. Et parfois, elle parle à travers ceux que personne ne veut entendre. Le printemps approchait, mais dans les murs de Sainte-Claire, rien ne changeait. Le vent soufflait encore comme en hiver. Les repas restaient tièdes et fades, et l'humeur générale était aussi grise que le ciel de Lyon. Pour Élodie, chaque jour semblait une répétition sans fin d'une attente qui n'aboutissait jamais. Elle guettait la moindre lettre, le moindre appel, la moindre réaction qui prouverait que quelqu'un, quelque part, l'avait entendue. Mais l'indifférence s'étalait comme une brume persistante. Les surveillants ne lui adressaient plus qu'un regard distant, presque inquiet, comme si son obstination les dérangeait. Elle était devenue une présence inconfortable, une enfant qu'on ne savait plus comment contenir. Le procès de Julien Moreau approchait à grands pas. Les journaux en parlèrent de plus en plus, dévoilant au compte-gouttes des informations qu'on disait vérifiées, mais qui ressemblaient davantage à des spéculations emballées dans des phrases juridiques. Les rumeurs se multipliaient. Certains affirmaient qu'il avait fui des millions à l'étranger, d'autres qu'il avait payé des témoins pour se taire, ou encore qu'il était lié à des réseaux bien plus sombres. Personne ne semblait vouloir examiner l'éventualité qu'il soit innocent. L'idée même paraissait ridicule à ceux qui commentèrent l'affaire. Le doute n'avait pas sa place dans cette affaire devenue spectacle. Élodie continuait d'écrire chaque soir. Son cahier était désormais rempli de copies de lettres, de résumés de ce qu'elle avait vu, de noms, d'hypothèses, de croquis. Elle relisait chaque phrase plusieurs fois avant de la transcrire. Elle avait compris que chaque mot pouvait compter, que sa crédibilité reposait sur sa précision. Elle n'écrivait plus comme une enfant. Elle écrivait comme une témoin, une observatrice minutieuse. Et chaque matin, malgré les regards désapprobateurs, elle glissait une enveloppe dans la boîte postale. Elle en avait envoyé des dizaines, sans jamais recevoir de réponse. Mais elle refusait d'abandonner, car si elle arrêtait, plus personne ne dirait la vérité. Sa ténacité attira l'attention de certains autres enfants. Une fille plus jeune, prénommée Inès, lui demanda un soir pourquoi elle continuait alors que personne ne l'écoutait. « Parce que si moi je ne le fais pas, personne ne le fera », répondit Élodie simplement. Ce fut la seule fois où elle parla de ses lettres à quelqu'un d'autre que le papier, car elle savait que les mots, dans ce monde, ne servaient que s'ils parvenaient à sortir des murs. Mais Sainte-Claire n'était pas un lieu fait pour les voix courageuses. La directrice, fatiguée de ses fugues, de ses lettres et de ses obsessions, décida de frapper plus fort. Élodie fut consignée dans sa chambre pendant une semaine entière. Plus de récréation, plus de bibliothèque, plus de courrier. On changea même la serrure de la salle où se trouvait la boîte aux lettres. On l'isola du reste des enfants. Elle passait ses journées assise sur son lit, à relire ses écrits, à reformuler mentalement ses témoignages, à résister à la peur qu'on éteigne ce qu'elle portait en elle. Et chaque soir, dans le silence, elle réécrivait sur des morceaux de papier arrachés, comme si écrire était une forme de résistance. Au fil des jours, quelque chose changea en elle. Une rage douce mais persistante remplaça peu à peu sa peur. Ce n'était plus seulement pour Julien qu'elle écrivait, c'était aussi pour elle, pour tous les enfants comme elle, que l'on faisait taire parce qu'ils étaient jeunes, pauvres, sans nom. Elle n'écrivait plus pour convaincre, mais pour exister, pour rappeler que la vérité ne dépend pas de l'âge ou du statut, et que parfois, une fillette pouvait voir ce que les adultes refusaient de regarder. Lorsque sa punition prit fin, elle profita de sa première sortie autorisée pour envoyer toutes les lettres qu'elle avait accumulées. Elle en posta 5 d'un coup, chacune adressée à une autorité différente. La juge Lemoine, le cabinet du procureur, l'ordre des avocats de Lyon, un journaliste judiciaire qu'elle avait identifié, et même à la présidence du tribunal. Elle ne savait pas si elles arriveraient, ni si elles seraient lues, mais elle les avait envoyées avec l'espoir acharné de celle qui n'a plus rien à perdre. Les jours suivants furent les plus longs. Elle s'efforça de ne rien espérer, pour ne pas souffrir encore d'un nouveau silence. Elle reprit ses tâches, évita les conflits, se montra docile. Mais chaque soir, en secret, elle continuait d'écrire, car même dans l'attente, il lui fallait garder vivante cette voix qu'elle refusait d'éteindre. Puis, un matin comme les autres,
un événement brisa la monotonie. Une surveillante entra brusquement dans la salle commune, un courrier à la main. Elle s'approcha d'Élodie, hésita, puis lui tendit l'enveloppe. Elle était marquée d'un tampon officiel. Tribunal judiciaire de Lyon. Les battements du cœur d'Élodie s'accélérèrent. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, les doigts tremblants. À l'intérieur, une lettre brève, dactylographiée, signée de la main de la juge Caroline Lemoine. Elle y indiquait avoir lu l'un de ses courriers, qu'elle avait été touchée par la clarté, la régularité et la détermination de ses propos, et qu'elle considérait sérieusement la possibilité de l'entendre comme témoin, à condition qu'un représentant légal l'accompagne et que sa présence soit approuvée par le tribunal. Élodie n'arrivait pas à respirer. Elle relut la lettre 3 fois, puis 4. Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya immédiatement. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait de soulagement. Pour la première fois depuis le début, quelqu'un venait de lui dire, même à demi-mot, « Je t'entends ». Mais cette nouvelle étape apportait aussi une pression nouvelle. Être entendue signifiait désormais qu'elle devrait convaincre, qu'elle devrait affronter des regards sceptiques, des interrogatoires rigoureux, une salle remplie d'adultes qui jugeraient chacun de ses mots. Elle n'était plus simplement une enfant qui écrivait en secret. Elle devenait une pièce dans un procès national, et elle n'avait plus droit à l'erreur. Alors elle prit son cahier, ses lettres, ses dessins, et se mit à tout relire, à tout corriger, à tout organiser. Elle construisait mentalement son témoignage comme une défense, comme si elle était déjà cette avocate qu'elle rêvait de devenir. Car désormais, elle n'était plus seule. La juge avait ouvert une porte, et Élodie, à pas prudent mais déterminé, s'apprêtait à la franchir. Les jours qui suivirent la réception de la lettre de la juge Lemoine furent marqués par une agitation sourde à l'orphelinat. Élodie, bien que toujours soumise à la surveillance rigoureuse des surveillantes, circulait avec une détermination calme, comme si une force nouvelle l'habitait. Sa lettre avait été lue, sa voix enfin avait traversé les murs de l'institution et résonné dans les couloirs d'un tribunal. Ce simple fait suffisait à raviver toutes ses forces. Mais la promesse d'être entendue n'était pas une fin en soi. C'était un commencement, et elle le savait mieux que quiconque. La juge Caroline Lemoine, de son côté, n'était pas une femme que l'on impressionnait facilement. D'un tempérament analytique, méthodique, elle avait vu défiler au cours de sa carrière des dizaines de témoignages confus, de fausses dénonciations et de manipulations orchestrées. Mais lorsqu'elle tomba sur la lettre d'Élodie, glissée parmi d'autres courriers adressés au tribunal, elle fut saisie par une sensation inhabituelle. Ce n'était pas le contenu seul qui la frappa, mais le ton. Les mots étaient simples, parfois maladroits, mais il y avait là une structure, une clarté, une volonté presque juridique dans la manière d'exposer les faits. La répétition des envois, la précision des détails, le courage sous-jacent, tout cela indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un caprice d'enfant. Elle avait demandé à son greffier de retrouver les autres lettres signées du même nom. On en trouva 9, envoyées à des dates différentes, chacune renforçant un détail, précisant une observation, rappelant l'importance de ce qu'elle avait vu. La juge les lut toutes, une à une, en silence. Puis elle ferma le dossier, leva les yeux vers la fenêtre de son bureau et resta immobile plusieurs minutes. Il fallait être prudente, mais aussi juste. La justice, se dit-elle, ne peut pas ignorer une voix simplement parce qu'elle vient d'un enfant. Elle convoqua alors une réunion avec les avocats de l'affaire. Dans une salle sobre du palais de justice, elle présenta le dossier qu'elle avait constitué à partir des lettres d'Élodie. Maître Duret, l'avocat de Julien Moreau, était présent ainsi qu'un représentant du ministère public. Tous furent surpris. Duret en particulier semblait abasourdi. Il reconnut avoir reçu une lettre d'une jeune fille se présentant comme témoin, mais l'avoir mise de côté pensant à une tentative naïve et inutile. Il eut la décence de baisser les yeux quand la juge le lui rappela. « Cet enfant réclame d'être entendu depuis des semaines, » dit-elle posément. « Je ne dis pas qu'elle détient la vérité. Je dis qu'elle mérite qu'on l'écoute. Et je suis prête à organiser une audience préliminaire, à huis clos, pour évaluer la pertinence de son témoignage. » Le représentant du ministère public émit des réserves. Une enfant de 11 ans, orpheline, vivant dans un établissement encadré, comment garantir la fiabilité de son récit? La juge rétorqua qu'aucun témoin, quel que soit son âge ou sa condition, ne devait être discrédité a priori. Si son témoignage se révélait incohérent ou fantaisiste, il serait écarté. Mais si au contraire il apportait des éléments nouveaux, il pourrait tout changer.
Quelques jours plus tard, la décision fut prise. Élodie serait entendue. Le tribunal contacta officiellement l'orphelinat pour organiser son déplacement. La directrice, mise devant le fait accompli, ne put s'y opposer. Elle tenta bien de faire valoir que l'enfant était instable, influençable, mais la convocation judiciaire était claire et signée. Elle fut donc contrainte de céder, non sans adresser à Élodie un regard chargé de reproches silencieux. La fillette, elle, ne répondit rien. Elle ne voulait plus gaspiller son énergie à se défendre contre ceux qui ne voyaient en elle qu'un problème à gérer. Son combat était ailleurs. Le jour prévu, une voiture administrative vint la chercher. Elle était accompagnée d'une éducatrice de l'orphelinat, mais aussi d'un représentant des services sociaux. Dans la voiture, Élodie garda les yeux fixés sur la ville qui défilait, reconnaissant chaque rue, chaque façade. Quand elle aperçut les marches du palais de justice, son cœur se serra. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, et pourtant, le vivre réellement était autre chose. La bâtisse imposante, les murs de pierre, les colonnes solennelles, tout respirait la gravité. On la fit entrer dans une petite salle, sobre, presque chaleureuse. Pas de grande estrade, pas de robe noire, juste une table, des chaises, une carafe d'eau, quelques papiers. La juge Lemoine était là, en personne, accompagnée d'un greffier et d'un psychologue. L'ambiance, bien que formelle, était respectueuse. On lui demanda si elle savait pourquoi elle était là. Elle hocha la tête. On lui expliqua qu'elle pouvait parler librement, qu'aucune réponse n'était mauvaise, et qu'elle avait le droit de demander une pause à tout moment. Elle acquiesça. Puis elle parla. D'une voix claire, posée, elle raconta ce qu'elle avait vu. Elle décrivit la scène sur la place Bellecour, le geste de Julien, le sans-abri, puis cette silhouette derrière une colonne, cette impression de guet, cette nervosité qui l'avait frappée. Elle parla de sa peur, de sa fuite discrète, du moment où elle s'était retournée et avait aperçu un homme entrer précipitamment dans une voiture. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle se souvenait de son allure, de la couleur de son manteau, du badge accroché à sa ceinture. Elle avait tout consigné dans ses lettres. Elle raconta ensuite comment elle avait voulu parler, mais qu'on l'avait ignorée. Comment elle avait été punie, enfermée, surveillée. Et comment, malgré tout, elle avait continué à écrire. La juge l'écoutait sans l'interrompre, prenant parfois des notes, hochant doucement la tête. Le psychologue, à ses côtés, observait les gestes d'Élodie, son regard, ses poses. À la fin de son récit, la fillette prit une grande inspiration puis sortit de sa poche un petit carnet, celui où elle avait tout dessiné, tout rédigé. Elle le tendit à la juge. « Tout est là, dit-elle. Si vous ne me croyez pas, lisez. C'est la vérité. » Un long silence suivit. Puis la juge referma le carnet, le posa devant elle et déclara « Merci, Élodie. Votre voix a été entendue. Ce jour-là, en quittant le tribunal, la jeune orpheline sentit pour la première fois depuis longtemps que le monde, même s'il restait sourd à bien des voix, n'était pas entièrement fermé. Une porte avait été entr'ouverte. Et derrière se dessinait enfin une possibilité. Tandis qu'Élodie retournait à Sainte-Claire, accompagnée par l'assistante sociale qui la félicita discrètement pour son courage, une autre pièce du puzzle commençait à se dessiner dans les couloirs du tribunal, loin de son regard, mais non de son influence. Ce fut une réunion informelle entre la juge Lemoine et un enquêteur du parquet qui mit en lumière un nom jusque-là peu cité dans les rapports officiels, Luc Vernet. Ancien associé de Julien Moreau, cofondateur de la première entreprise informatique du groupe Moreau Tech, il avait quitté la société 6 ans auparavant dans des circonstances troubles, officiellement pour divergences stratégiques. Mais dans l'enquête récente, c'était de lui qu'était venue la première dénonciation anonyme, celle qui, après quelques vérifications hâtives, avait mené à la mise en examen de Julien. La juge intriguée demanda à consulter le dossier administratif de Vernet, ainsi que les anciens litiges liés à Moreau Tech. Ce qu'elle découvrit ne constituait pas une preuve directe, mais dressait un tableau inquiétant. Après son départ, Luc Vernet avait tenté à plusieurs reprises de concurrencer Julien dans le secteur des technologies médicales sans grand succès. Il avait monté 2 start-up, toutes 2 liquidées en moins de 2 ans. Les journaux spécialisés le décrivaient comme brillant mais instable, souvent emporté par des excès de confiance et des choix stratégiques douteux. Et surtout, il conservait une obsession manifeste pour son ancienne entreprise, allant jusqu'à critiquer publiquement la direction de Julien lors de conférences
ou sur ses profils professionnels. Un élément attira particulièrement l'attention de la juge. Dans une interview datée de 3 ans plus tôt, Vernet déclarait que le succès de Moreau repose sur un tissu de manipulation fiscale et d'exploitation systématique de la jeunesse numérique. Personne ne l'avait pris au sérieux à l'époque, mais dans le contexte actuel, ses propos prenaient un relief nouveau. La juge demanda une enquête plus poussée sur les liens entre Luc Vernet et certains des anciens employés, devenus subitement témoins à charge contre Julien. 3 noms apparaissaient à la fois dans l'entourage professionnel de Vernet et parmi les accusateurs récents. Une coïncidence troublante, et surtout, un de ces noms avait perçu, selon les données fiscales, une importante somme d'argent quelques jours avant la première dénonciation. Ces révélations restaient encore fragiles, mais elles suffisaient à semer le doute au sein de l'équipe judiciaire. On décida donc de convoquer Luc Vernet pour un entretien préliminaire, non pas en tant qu'accusé, mais comme témoin privilégié. Il accepta sans hésiter, se disant prêt à contribuer à la vérité. Lorsqu'il se présenta au tribunal, il était vêtu sobrement, l'air assuré, presque condescendant. Il parla longtemps, exposant ses griefs contre la gestion de Moreau, évoquant ses doutes persistants sur la légalité des opérations menées après son départ. Mais lorsqu'on le questionna sur ses contacts récents avec les témoins à charge, son discours devint plus évasif. La juge Lemoine, prudente, nota chaque hésitation, chaque formulation prudente. Vernet semblait intelligent, mais trop préparé, comme s'il récitait un discours rodé. À la sortie de l'entretien, elle confia à son greffier « Il en sait plus qu'il ne dit, et il ne dit que ce qui l'arrange ». Il devenait impératif d'établir s'il avait un rôle direct dans l'orchestration de l'affaire. Pendant ce temps, à Sainte-Claire, Élodie reprenait son quotidien, bien que rien ne fût plus tout à fait comme avant. Elle recevait désormais des visites régulières de l'assistante sociale, qui avait été impressionnée par son témoignage et s'assurait que ses droits soient respectés. La directrice de l'orphelinat, consciente qu'Élodie était désormais sous l'œil attentif du système judiciaire, se montrait plus prudente. Elle continuait de la traiter avec froideur, mais sans les brimades ouvertes d'autrefois. Un jour, en consultant discrètement un journal oublié dans la salle des professeurs, Élodie lut un article annonçant que Luc Vernet avait été entendu par le tribunal. Aucun lien n'était fait entre lui et une quelconque manipulation, mais le nom apparaissait pour la première fois en tant que figure centrale de l'enquête. Elle sentit un frisson l'envahir. Elle n'avait jamais su qui était l'homme caché derrière la colonne à Bellecour. Mais quelque chose, dans ce nom, sonnait juste. Elle se souvenait avoir entendu dans un des bulletins radiophoniques du début de l'affaire qu'un ancien associé était impliqué. À l'époque, elle n'avait pas saisi l'importance de ce détail. Aujourd'hui, elle comprenait. Elle écrivit immédiatement une nouvelle lettre à la juge, mentionnant son souvenir du badge aperçu sur l'homme ce jour-là, son manteau, la voiture. Elle indiqua qu'elle ne pouvait l'identifier formellement, mais que cela correspondait à la silhouette de Vernet, telle qu'elle l'avait vue en photo. Elle précisa aussi un autre détail qu'elle n'avait encore jamais osé écrire. Après avoir vu la scène, elle avait tenté de photographier l'homme de loin avec un vieux téléphone cassé qu'elle gardait dans sa poche, sans savoir si l'image avait été captée. Le téléphone, inutilisable depuis longtemps, était resté sous son matelas, oublié. Elle le récupéra, le nettoya et demanda à l'assistante sociale si un technicien pouvait extraire les données. Celle-ci accepta. Quelques jours plus tard, une surprise inattendue, une image floue, partielle, mais utilisable, fut récupérée de l'appareil. On y distinguait un homme de dos au manteau sombre, tournant légèrement la tête. Un zoom révéla le coin d'un visage à peine identifiable. Mais il y avait un détail frappant. Un badge d'accès avec les initiales LV. Et un logo d'entreprise désaffecté depuis plusieurs années, une ancienne start-up fondée par Vernet. Cette preuve, bien que ténue, fut jointe au dossier. Le parquet, jusque-là concentré sur l'accusation de Julien, dut admettre que des pistes alternatives méritaient d'être explorées. La position de Julien ne s'améliorait pas encore publiquement, mais dans les coulisses du tribunal, les lignes commençaient à bouger. Élodie, sans le savoir, avait enclenché un déplacement tectonique discret dans l'édifice judiciaire. La vérité, encore masquée, se fissurait sous la pression de faits que personne n'attendait d'une enfant. Et Luc Vernet, l'homme aux apparences polies, commençait à sentir que le théâtre soigneusement orchestré pouvait à tout instant s'effondrer.
Le matin du procès arriva comme une marée longue, annoncée par des semaines d'effervescence médiatique et de débats stériles dans les cafés, les bureaux, les couloirs d'école. La salle d'audience du tribunal judiciaire de Lyon, prévue pour accueillir les premières audiences publiques, avait été préparée avec rigueur. Les bancs étaient polis, les micros testés et les caméras, bien que tenues à distance, prêtes à capturer les visages, les gestes, les silences. Le nom de Julien Moreau, désormais synonyme de controverse, flottait dans l'air avec le poids des scandales qu'on préfère croire, plutôt que comprendre. Élodie arriva au palais de justice à 8 heures du matin, escortée par une agente des services sociaux et un représentant juridique, désigné temporairement comme son tuteur légal. Elle ne portait pas d'uniforme ni de tenue particulière, seulement sa robe bleue foncée, celle qu'elle gardait pour les rares sorties importantes, et un manteau beige trop grand, emprunté à une éducatrice de l'orphelinat. Mais ce qui marqua ceux qui la virent entrer, ce ne fut ni ses vêtements ni sa taille modeste. C'était son regard, fixe, direct, sans une once de doute. La juge Lemoine avait approuvé sa comparution comme témoin, mais elle n'avait pas prévu que l'enfant interviendrait dès le début de l'audience. Pourtant, à 9 heures précises, alors que la salle bruissait encore des derniers murmures et que le greffier annonçait l'ouverture de la séance, Élodie se leva lentement de sa chaise au fond de la salle. Elle ne demanda pas la parole. Elle avança. Ses pas résonnaient dans l'immensité silencieuse, comme une déclaration de guerre à l'injustice. Les regards se tournèrent envers elle, d'abord étonnés, puis agacés. L'avocat du ministère public fronça les sourcils. Maître Duret, encore abasourdi de voir cette fillette au centre du théâtre judiciaire, tenta de lui faire signe de rester à sa place. Mais elle continua d'avancer, droite, déterminée. Arrivée à quelques pas du pupitre, elle s'arrêta, leva les yeux vers la juge et dit d'une voix claire, sans trembler, « Je veux parler. Je veux dire ce que j'ai vu, ce qu'on a ignoré, ce qu'on a essayé de faire taire. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Le public, les journalistes, les jurés, même les policiers postés aux portes cessèrent de bouger. La juge, figée, observa l'enfant. Elle échangea un bref regard avec le greffier, puis avec le psychologue judiciaire assis à sa droite, puis elle se pencha vers son micro. « Mademoiselle Élodie, ce n'est pas encore le moment prévu pour votre témoignage. Vous serez entendue dans la procédure, selon les formes établies. » Mais Élodie n'en démordit pas. Elle leva le menton, ses joues pâles rougies par l'émotion, et lança d'une voix plus forte, « Je vais le défendre, moi, parce que personne d'autre ne l'a fait, parce que tout ce qu'on a dit est faux, parce que j'étais là. » Cette phrase, projetée comme un couperet dans l'atmosphère tendue de la salle, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Julien Moreau, assis à la gauche de son avocat, releva la tête. Il n'avait encore jamais vu Élodie depuis son arrestation. Son regard croisa celui de la fillette, et pour la première fois depuis des semaines, un éclair d'émotion traversa ses traits figés. Une surprise teintée de reconnaissance, de douleur et de quelque chose de plus ancien. La confiance. Maître Duret se leva alors, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Madame la juge, je demande que cette interruption soit suspendue immédiatement. Cet enfant n'est pas autorisé à s'exprimer à ce stade. Ce qu'elle vient de dire pourrait compromettre la régularité de la procédure. » La juge leva une main, imposant le silence. Elle observa Élodie longuement, puis parla avec une lenteur volontaire. « Mademoiselle, si vous parlez maintenant, ce que vous direz sera consigné. Il faudra ensuite en assumer les conséquences. Êtes-vous sûre de vouloir continuer ? » « Oui, je le suis. » Alors la juge acquiesça, et la salle entière sembla retenir son souffle. Élodie s'approcha du pupitre, se hissa sur la pointe des pieds pour atteindre le micro, et commença à parler. Elle raconta sa rencontre avec Julien, ce jour de pluie sur la place Bellecour. Elle décrivit avec précision la scène, le geste généreux envers le sans-abri, la douceur de ses mots, l'absence totale d'arrogance ou de violence. Elle expliqua que ce jour-là, elle avait vu un homme profondément humain, loin de l'image de prédateur que les médias véhiculaient. Mais surtout, elle parla de ce qu'elle avait vu derrière les colonnes, d'un homme nerveux qui observait puis s'était éloigné précipitamment, d'un détail qui, au moment, lui avait semblé anodin, un badge avec les lettres L, V, et un logo qu'elle avait ensuite reconnu sur une brochure de start-up oubliée. Elle raconta aussi la peur, sa fuite, son silence, puis ses lettres, ses tentatives ignorées, ses punitions,
sa solitude. Elle ne pleura pas. Sa voix trembla une fois, mais elle se reprit aussitôt. Elle cita mot pour mot certaines phrases de ses lettres. Elle décrivit l'image extraite du vieux téléphone. Elle parla comme si elle plaidait pour une cause qui ne lui appartenait pas seulement, mais à tous ceux qu'on refuse d'écouter parce qu'ils sont petits, pauvres ou seuls. Quand elle termina, un silence encore plus profond s'abattit sur la salle. Personne ne parlait. Même les chuchotements habituels avaient cessé. Julien Moreau, les mains jointes, avait les yeux fermés. La juge Lemoine, elle, ferma le dossier devant elle et prit une longue inspiration. « Merci, Élodie. » Puis elle ordonna une suspension de séance. L'audience reprit 30 minutes plus tard, mais rien n'était plus pareil. Une voix s'était levée, et avec elle, l'édifice de certitude que l'accusation croyait inébranlable venait de trembler. Ce n'était pas encore la vérité tout entière, mais c'était enfin le commencement du doute. Et parfois, un doute suffit pour ouvrir une brèche. Lorsque l'audience reprit après la suspension, un climat étrange s'était installé dans la salle. Ce n'était plus la tension habituelle d'un procès médiatique, mais un silence dense, chargé d'incertitude. Les murmures avaient cédé la place à une attention vigilante. Tous les regards se tournaient vers Julien Moreau avec une nouvelle prudence, comme si la figure qu'on avait crue coupable par défaut s'était tout à coup parée d'une humanité difficile à ignorer. Mais c'était vers Élodie que les pensées revenaient sans cesse. Cet enfant frêle, aux mots trop précis pour son âge, avait bouleversé le rythme prévu de l'audience. Et dans cet ébranlement silencieux, une fissure s'était ouverte, celle qui mène parfois, lentement mais sûrement, vers la vérité. La juge Lemoine demanda que le témoignage d'Élodie soit officiellement intégré à l'instruction et décida, contre l'avis de la partie adverse, de l'interroger à nouveau, cette fois dans un cadre plus formel, à huis clos, en présence de l'ensemble des avocats et d'un psychologue judiciaire. Ce fut dans une salle plus réduite, plus intime, que l'enfant revint quelques jours plus tard pour livrer un récit bien plus détaillé, presque chirurgical, de ce qu'elle avait vu la nuit du 23 février, la fameuse nuit qui marquait le début de la procédure contre Julien. Élodie raconta comment, ce soir-là, poussée par une envie simple, celle de lui rendre un livre emprunté, elle s'était rendue discrètement jusqu'au siège de Morotech, situé dans un immeuble de bureaux moderne, à Confluence. Elle savait que Julien travaillait souvent tard. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle tomberait sur un événement inattendu. L'entrée principale était fermée, mais la porte du parking était restée entr'ouverte. Elle s'y glissa, portant le livre dans son sac à dos, persuadée qu'un gardien pourrait le remettre à Julien le lendemain. Mais alors qu'elle traversait le couloir du rez-de-chaussée, elle aperçut une lumière allumée au fond d'un bureau. Curieuse, elle s'approcha sans faire de bruit. C'était là qu'elle le vit, un homme seul, penché sur des dossiers étalés sur une grande table. Ce n'était pas Julien, c'était Luc Vernet. Il semblait nerveux, tournant les pages avec précipitation, prenant des photos de certains documents avec un téléphone. Puis il sortit une clé USB et la connecta à un ordinateur portable ouvert devant lui. Élodie, dissimulée derrière un rideau, observa sans comprendre tous les détails. Mais elle sentit que ce qu'elle voyait n'était pas normal. Il parlait tout bas, seul, répétant des phrases comme « Il ne saura rien. Tout est déjà là. S'il parle, c'est fini pour moi. » Elle eut peur. Non pas pour elle, mais de ce que cela signifiait. Elle s'était accroupie derrière un meuble, retenant sa respiration. Puis, prise d'une intuition, elle sortit son vieux téléphone et tenta de filmer ce qu'elle pouvait à travers l'espace entre deux lattes de la cloison. La vidéo ne durait que quelques secondes. L'image était tremblante, le son brouillé. Mais l'on y voyait clairement Luc Vernet copier des fichiers, puis placer plusieurs documents dans une chemise bleue qu'il glissa dans son sac. Après cela, il éteignit la lumière et quitta la pièce en hâte. Élodie attendit qu'il soit parti pour sortir de sa cachette. Elle n'osa pas remettre le livre. Elle rentra directement à l'orphelinat. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'elle vit les informations annonçant l'ouverture d'une enquête contre Julien, qu'elle comprit ce qu'elle avait réellement vu. Elle expliqua tout cela avec un calme surprenant. Chaque détail était restitué avec précision. Elle dessina même la disposition des meubles, le logo sur le dossier, la position des caméras de surveillance qu'elle avait repérées. À la fin de son récit, le silence dans la salle était total. La juge fit un signe au technicien qui gérait les pièces à conviction. Il diffusa l'extrait de la vidéo extraite du téléphone. Malgré la faible qualité,
le visage de Vernet était reconnaissable, du moins suffisamment pour établir un doute sérieux. Plus encore, le numéro de série de la clé USB apparu brièvement dans la vidéo permit d'ouvrir une piste technique nouvelle, une vérification des journaux de transfert de données de l'ordinateur du bureau qui avait jusqu'alors été écarté de l'analyse initiale. Le lendemain, la juge ordonna la perquisition du domicile de Luc Vernet. Dans son bureau privé, les enquêteurs découvrirent une chemise bleue contenant plusieurs copies de documents sensibles liés à Morotech. L'un d'eux portait un cachet d'accès restreint, réservé aux dirigeants de l'entreprise. Comment Vernet les avait-il obtenus après son départ? Il devint évident que quelqu'un avait manipulé ou contourné le système de sécurité interne. Pire encore, une partie des fichiers retrouvés dans sa possession était identique à ceux utilisés pour incriminer Julien lors de la dénonciation initiale. La juge convoqua une nouvelle réunion d'urgence avec les avocats et le parquet. Elle ordonna une révision immédiate de l'acte d'accusation, ajoutant officiellement une mention de soupçon de falsification de preuves, sans pour autant lever les charges principales contre Julien. L'affaire prenait une tournure radicalement différente. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de savoir si Julien était coupable, mais si tout le dossier n'avait pas été construit sur des fondations truquées. Dans les couloirs du tribunal, l'atmosphère changeait. Les journalistes, autrefois prompts à condamner, commençaient à employer le conditionnel. Certains médias revinrent sur leur couverture initiale, évoquant l'hypothèse d'une machination interne. Julien, toujours silencieux en public, conserva une attitude digne. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait du témoignage de la fillette, il répondit simplement « Je crois que la vérité ne choisit pas la bouche par laquelle elle se dit ». Élodie, quant à elle, n'était pas au courant de tous les rebondissements techniques et juridiques qui découlèrent de ces mots. Elle était retournée à Sainte-Claire, protégée à présent par une injonction du tribunal qui interdisait toute représaille de la direction. Elle continuait de rêver de devenir avocate, mais ce rêve n'était plus une abstraction. Il avait pris cher dans ses gestes, ses mots, sa présence. Elle avait compris que la justice n'était pas une statue de marbre immobile. Elle était vivante, fragile, et parfois elle avait besoin d'être portée par les plus petits pour rester debout. Dans les jours qui suivirent la rediffusion de la vidéo captée par le téléphone d'Élodie, le climat autour de l'affaire Moreau changea de ton. Ce qui n'était auparavant qu'un procès voué à condamner un homme déjà jugé dans l'opinion publique devint soudain une énigme judiciaire. Le doute, introduit par les images tremblantes et la voix hésitante de Luc Vernet, fut le premier coup de bélier porté contre la structure rigide d'une accusation trop bien ficelée. Les enquêteurs, poussés par la pression médiatique et les injonctions du tribunal, rouvrirent plusieurs segments de l'instruction initiale. Des éléments jusqu'alors jugés accessoires furent réexaminés, et les premières contradictions apparurent. La clé USB mentionnée par Élodie dans son témoignage fut au centre de l'attention. Grâce au numéro de série brièvement capturé dans la vidéo, les experts en cybercriminalité retrouvèrent une trace dans les journaux de transfert d'un des ordinateurs de Morotech. Ce fichier avait été branché sur la machine un soir où Julien Moreau se trouvait en déplacement à Marseille, preuve vérifiée par géolocalisation et témoignages croisés. C'était un détail anodin pour un œil peu attentif, mais il révélait une manipulation délibérée des preuves. La présence de cette clé sur le réseau de l'entreprise à un moment précis où Julien ne pouvait matériellement pas y accéder devenait un indice sérieux de sa non-implication directe. Mais ce n'était pas tout. Le laboratoire judiciaire parvint également à extraire de la vidéo une séquence audio où l'on entendait distinctement Vernet prononcer une phrase inquiétante. « Il faut que tout pointe vers lui, c'est le seul moyen ». Cette phrase, bien qu'ambiguë, fut analysée par des linguistes judiciaires, et il fut établi qu'elle avait été dite dans un contexte de stress, trahissant une volonté de dissimulation. Le procureur, désormais contraint de considérer l'affaire sous un angle nouveau, accepta d'introduire ces éléments dans le dossier comme pièce à charge contre Luc Vernet, non sans gêne ni réticence. Dans les médias, le ton bascula de la certitude à la prudence. Des émissions spéciales furent diffusées, cette fois centrées non plus sur la culpabilité supposée de Julien, mais sur l'étonnante chaîne d'événements qui avait mené à sa mise en examen. Le nom d'Élodie commença à apparaître, souvent flouté, parfois cité avec émotion, comme celui d'une enfant devenue lueur dans l'obscurité. Des articles parurent, louant son courage et sa mémoire exceptionnelle, mais elle n'en vit aucun,
À Sainte-Claire, l'accès à la presse était restreint, et l'assistante sociale chargée de son suivi jugea préférable de la préserver de l'effervescence médiatique. Elle continuait pourtant à sentir les regards changer. Certains la respectaient, d'autres la craignaient. Elle, cependant, restait concentrée sur l'essentiel, que la vérité soit dite jusqu'au bout. Pendant ce temps, Julien Moreau resta silencieux face à la presse. Ses avocats, eux, ne perdèrent pas de temps. Maître Duret, désormais pleinement convaincu de l'innocence de son client, travailla sans relâche avec une équipe d'experts pour démonter, pièce par pièce, l'architecture du dossier initial. Il présenta au tribunal une requête officielle visant à faire requalifier l'ensemble de l'instruction à la lumière des nouvelles preuves, soutenant que l'accusation reposait non seulement sur des témoignages douteux, mais sur des documents potentiellement falsifiés ou volés. Le témoignage d'Élodie, loin d'être anecdotique, devint central. La juge Lemoine, lors d'une session exceptionnelle, déclara devant le tribunal que ce témoignage avait révélé de profondes lacunes dans l'instruction et potentiellement sauvé un innocent d'une condamnation injuste. Cette déclaration, d'une rare intensité dans un cadre aussi formel, marqua un tournant irréversible dans la procédure. Luc Vernet, de son côté, sentit le vent tourner. Il multiplia les interventions dans les médias, tentant de réaffirmer sa version. Selon lui, il s'était rendu dans les bureaux pour récupérer des documents personnels qu'il avait oubliés lors de son départ de l'entreprise. Et la clé USB retrouvée était la sienne, contenant des données sans lien avec Morotech. Mais ses justifications devinrent de plus en plus confuses, et lors d'un interrogatoire complémentaire, il commença à se contredire. Interrogé sur les mots qu'il avait prononcés dans la vidéo, il affirma ne pas s'en souvenir, puis évoqua une conversation privée avec un collaborateur fictif, inventé pour se soulager. Ce glissement dans le récit, incohérent et mal maîtrisé, ébranla encore davantage sa position. Le parquet annonça alors une suspension temporaire des charges les plus lourdes contre Julien, en attendant les résultats complets de l'enquête parallèle sur la falsification des preuves. Cette décision, bien que prudente, fut interprétée comme un premier acte de réparation. Les avocats de Julien, eux, se préparèrent à une offensive finale, convaincus que la justice finirait par blanchir entièrement leur client. Élodie, informée de cette évolution par l'intermédiaire de son assistante sociale, ne réagit pas avec exaltation. Elle resta calme, presque absente. Elle se contenta de dire « Ce n'est pas encore fini. Il faut que tout soit dit ». Elle savait, avec une maturité surprenante, que la vérité n'est complète que lorsqu'elle est reconnue par tous. Elle voulait que le tribunal prononce l'innocence de Julien publiquement, que ceux qui l'avaient condamné sans preuve entendent que c'était faux, que ceux qui, comme elle, doutaient en silence, comprennent qu'ils avaient raison. Un soir, seule dans sa chambre, elle relut la toute première lettre qu'elle avait envoyée. L'écriture y était tremblante, les mots simples mais déjà pleins de détermination. Elle sourit légèrement en refermant le papier. Cette lettre, qui avait semblé insignifiante au début, avait ouvert une brèche dans un mur que personne n'osait toucher. Et à travers cette fissure, la lumière commençait enfin à passer. Le jour de l'audience où Luc Vernet fut convoqué pour être confronté à la totalité des éléments nouvellement découverts s'annonçait comme un tournant décisif. Les couloirs du palais de justice de Lyon résonnaient d'une agitation particulière. Cette fois, la foule n'était pas venue pour voir s'écrouler un magnate présumé coupable, mais pour assister à ce qui ressemblait de plus en plus à un renversement dramatique. Les rumeurs circulaient. Le procès, qui devait être une simple formalité punitive, virait lentement vers un procès d'intention, voire une manipulation savamment orchestrée. Et au centre de cette transformation, une fillette de 11 ans, un témoignage imprévu et une vidéo floue, mais dévastatrice. Luc Vernet entra dans la salle avec son avocat, affichant une maîtrise froide. Il portait un costume sombre, sobre, ses cheveux parfaitement coiffés, son regard assuré, presque provocateur. Il s'installa sans trembler, croisa les jambes et fixa la juge Lemoine comme s'il savait que rien ne pouvait l'ébranler. Pourtant, derrière son calme apparent, la tension était visible. Son cou raide, son souffle à peine irrégulier, ses doigts crispés sur les accoudoirs du banc témoignaient d'une nervosité qu'il s'efforçait de masquer. La juge ouvrit la séance avec une fermeté particulière. Elle rappela les faits, la nouvelle pièce vidéo, les incohérences du dossier initial,
les résultats partiels de l'enquête numérique qui confirmaient que Julien Moreau se trouvait à des centaines de kilomètres du lieu de la copie de données. Puis elle se tourna vers Vernet et lui demanda de nouveau, de façon directe, s'il avait introduit ou manipulé des documents confidentiels appartenant à Moreau Tech. « Absolument pas », répondit-il sans détour. « Je suis allé ce soir-là récupérer des effets personnels, laissés lors de ma démission précipitée. Tout ce que j'ai emporté m'appartenait. Vous affirmez donc que les documents retrouvés chez vous n'étaient pas des fichiers internes sensibles? Ils sont peut-être sensibles, mais ils provenaient de projets auxquels j'avais moi-même contribué. Rien d'illégal. » La juge hocha lentement la tête, puis demanda au greffier de projeter l'extrait vidéo. L'image tremblotante apparut sur l'écran central de la salle. On y voyait Vernet, dans l'obscurité du bureau, copier des fichiers, parler à voix basse. Le son amplifié diffusait la fameuse phrase « Il faut que tout pointe vers lui, c'est le seul moyen ». Un silence glacé s'installa. Tous les regards se fixèrent sur Vernet. « Que vouliez-vous dire par cette phrase » demanda la juge. Il hésita, respira profondément, puis dit « C'était une expression, un moment de frustration. Je ne visais personne. Il ne faut pas interpréter hors contexte. Vous ne visiez pas Julien Moreau? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez déclaré qu'il fallait que tout pointe vers lui. Cela implique une action intentionnelle. Vous, interprétez. Mais sa voix avait changé. Elle était plus sèche, plus rapide. Il clignait des yeux plus souvent, et sa posture, pourtant si rigide au début, semblait s'effondrer imperceptiblement. L'avocat de Julien Moreau se leva alors, document en main. Il s'approcha et présenta les preuves fiscales nouvellement obtenues. Des transferts financiers suspects vers des comptes liés à d'anciens employés de Moreau Tech, tous présents dans la liste des témoins à charge. 3 versements distincts, tous dans les 2 semaines précédant les premières dénonciations. Aucun n'avait de justification contractuelle claire. Le lien avec Luc Vernet n'était pas formellement établi, mais le timing, la fréquence et les connexions indirectes via des sociétés écrans alimentaient sérieusement les soupçons. « Maître Vernet, dit l'avocat d'un ton plus direct, vous avez orchestré une machination. Vous avez manipulé des documents, payé des individus pour alimenter une fausse accusation et tenté de détruire la réputation d'un homme innocent. Vous avez échoué. » Vernet se tourna vers son propre avocat, visiblement pris de court. Son défenseur se leva, tenta une objection, mais la juge l'interrompit. Le tribunal exige une réponse claire. Avez-vous versé de l'argent à ces témoins? Je refuse de répondre, rétorqua Vernet, le ton tranchant. Le tribunal vous rappelle que le refus de répondre peut être interprété comme un aveu tacite en matière de procédure correctionnelle. Souhaitez-vous reconsidérer? Un long silence suivit. Vernet baissa les yeux. La salle pleine à craquer retenait son souffle. Julien Moreau, lui, restait impassible, observant son ancien associé avec une étrange sérénité. Il n'y avait plus d'animosité dans son regard, seulement une sorte de détachement calme, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. « Je n'ai rien à dire », répéta Vernet, les mâchoires serrées. Alors la juge annonça que le tribunal ordonnerait une suspension des témoignages à charge de la première partie de l'instruction, et une mise en examen complémentaire serait envisagée contre Luc Vernet pour faux, usage de faux et subornation de témoins. À l'extérieur, les journalistes s'agglutinèrent autour des portes. Les titres des sites d'information changèrent en quelques minutes. L'affaire Moreau, un réseau de mensonges exposés. Élodie, l'enfant qui a fait trembler les puissants. Vernet dans la tourmente. Le procès prend un nouveau tournant. Ce jour-là, dans l'enceinte du tribunal, la vérité n'avait pas encore triomphé. Mais elle avait avancé. Elle s'était imposée, lentement, douloureusement, face aux manipulations, face aux certitudes artificielles, face au cynisme. Et au cœur de cette vérité, il y avait l'image d'une enfant debout, seule au pupitre, qui avait osé dire « Je vais le défendre ». Une phrase que personne n'oublia, même lorsque les dossiers se refermèrent et que les jugements tombèrent, parce que parfois, une simple voix suffit à faire basculer l'histoire. Après la tempête que fut l'audience précédente, le palais de justice de Lyon connut une accalmie étrange. C'était le calme d'un champ de bataille après que le vent eut déplacé la poussière et les faux semblants. Dans les rues avoisinantes, les commentaires se faisaient plus prudents. On parlait désormais de l'affaire Moreau, non plus comme d'un scandale, mais comme d'un mystère en train de se dénouer. Les figures qui s'étaient autrefois présentées en garant de la vérité apparaissaient à présent sous un autre jour,
et dans l'ombre des avocats et des juges, l'opinion publique elle-même semblait chercher à se racheter de sa précipitation. Julien Moreau, toujours placé sous contrôle judiciaire, était rentré chez lui. La juge Lemoine avait levé la détention préventive, estimant que la présomption d'innocence ne pouvait plus être niée sans compromettre la justice. Il vivait dans le silence, se tenant à l'écart des médias, refusant interviews et déclarations. Il travaillait avec son avocat, se plongeant dans les détails techniques de son dossier et rédigeait chaque soir des notes personnelles qu'il ne montrait à personne. Dans la solitude de son salon, il relisait les lettres d'Élodie que son avocat lui avait transmises. Il les pliait avec soin, les rangeait comme on conserve un trésor fragile. Elle, qu'il n'avait rencontrée qu'une fois, était devenue la clé de sa survie. Maître Duret, de son côté, ne relâchait pas la pression. Ce jour-là, armé d'un nouveau lot de preuves, il pénétra dans la salle d'audience avec une énergie renouvelée. Il avait entre les mains des éléments décisifs, des documents fiscaux inédits, des fichiers numériques retraçant les manipulations de données internes et surtout une correspondance électronique entre Luc Vernet et un ancien comptable licencié de Moreau Tech. Ces échanges, retrouvés dans une boîte mail désactivée mais conservée sur un ancien serveur, prouvaient que Vernet avait orchestré la récupération illégale d'informations et leur modification pour construire un faux récit d'abus. La salle était pleine, mais cette fois le silence y régnait dès le début. Le juge fit signe à Duret de commencer. Celui-ci exposa méthodiquement, preuve après preuve, la manière dont Vernet avait utilisé sa connaissance des structures internes pour fabriquer un dossier. Il montra les transferts bancaires dissimulés, les faux emails créés pour donner l'illusion de conversations internes compromettantes, et la tentative maladroite de supprimer certaines traces numériques, tentative contrecarrée par les sauvegardes automatiques des serveurs. Puis il conclut avec un fichier audio retrouvé dans l'une des sauvegardes, un message vocal laissé accidentellement par Vernet à un complice, dans lequel il disait « Quand ce sera fini, Moreau ne pourra plus rien diriger, et tout reviendra à moi. Il fallait bien quelqu'un pour faire tomber la façade. » Cette phrase limpide, froide, trahissait une ambition déguisée en dénonciation morale. L'avocat général, pris de court, tenta de minimiser l'impact de ces révélations, évoquant la nécessité de les authentifier de manière formelle. Mais la juge Lemoine interrompit. Maître Duret vient de démontrer la concordance parfaite entre les éléments matériels, numériques et testimoniaux. Ce que vous demandez est déjà présent dans le dossier. Nous ne sommes plus dans le doute, mais dans l'évidence. À ces mots, les murmures envahirent la salle. Julien, les mains posées sur ses genoux, ne bougeait pas. Il regardait devant lui, droit comme s'il portait le poids des mois de calomnie, mais sans haine. Dans le box des témoins, Élodie était présente, discrète, encadrée par sa tutrice légale. Elle ne parlait pas. Elle observait, consciente qu'elle n'était plus au centre, mais que sa voix avait ouvert la voie à cette cascade de vérité. Puis vint le moment inattendu. Luc Vernet, convoqué de nouveau à la barre, entra avec une démarche incertaine. Son avocat avait changé. Son teint était pâle, ses traits tirés. Lorsqu'il fut appelé à commenter les nouveaux éléments, il resta silencieux pendant de longues secondes. Tous attendaient un déni, une nouvelle manœuvre. Mais ce fut un soupir qui brisa l'attente. « J'ai cru que je pouvais faire justice moi-même », dit-il d'une voix faible. « J'ai cru que Julien m'avait tout volé. J'ai passé des années à nourrir cette rancœur, à croire qu'il fallait équilibrer les choses. J'ai fabriqué un mensonge parce que la vérité me semblait insupportable. » Il regarda vers Julien, mais celui-ci détourna les yeux. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je ne pouvais plus me taire, pas après ça, pas après qu'une enfant a eu plus de courage que moi. » La salle bascula dans un silence stupéfait. C'était une confession, un aveu public, un coup de grâce pour l'accusation. Le tribunal suspendit la séance pour délibération. À l'extérieur, les journalistes s'affolaient. Les titres des médias changèrent encore une fois. L'affaire Vernet, confession d'un manipulateur. Julien Moreau blanchi, l'enfant justicière salué par le tribunal. Ce soir-là, en sortant du palais de justice, Élodie marcha à côté de Julien pour la première fois depuis le jour où elle lui avait tendu la couverture sur la place Bellecour. Aucun mot ne fut échangé au début. Puis il s'arrêta, la regarda longuement et dit simplement « Merci. Pas pour moi, pour la vérité. » Elle ne répondit pas. Mais dans son regard, il lut une force ancienne, celle qu'on ne peut pas apprendre, celle qu'on porte en soi, dès l'enfance,
quand on choisit de ne pas détourner les yeux, même quand le monde entier le fait. Ce soir-là, l'histoire ne s'acheva pas encore, mais elle s'inclina profondément devant la ténacité d'une voix qu'aucun pouvoir n'avait réussi à faire taire. Le verdict fut rendu un vendredi matin, sous un ciel laiteux qui semblait retenir la lumière du jour comme une ultime suspension du temps. La salle d'audience, comble, contenait un silence religieux. Personne n'osait chuchoter, et même les journalistes, si prompts à remplir les silences de supposition, retenaient leur souffle. Julien Moreau, debout dans le box, fixait droit devant lui, son visage fermé, ses mains croisées devant lui. À sa gauche, Maître Duret relisait calmement ses notes, bien qu'il n'en eût plus besoin. Derrière eux, assise au deuxième rang, Élodie écoutait, droite sur sa chaise, les mains posées sur ses genoux, comme si elle aussi attendait un jugement qui allait bien au-delà du sort d'un homme. La juge Lemoine prit la parole sans emphase. Sa voix était calme, posée, mais d'une netteté presque tranchante. Elle rappela les faits, les accusations initiales, les preuves apportées, les éléments nouveaux, la confession de Luc Vernet, et surtout, l'enquête secondaire qui avait révélé la falsification manifeste des documents clés. Elle rappela aussi la présomption d'innocence, trop souvent piétinée dans cette affaire par une opinion publique hâtive, alimentée par des médias assoiffés de drame. Puis elle prononça la phrase que tous attendaient. Le tribunal déclare Julien Moreau non coupable des faits qui lui sont reprochés, les preuves à charge étant entachées de manipulation, et les éléments de défense établissant avec cohérence et constance l'absence de toute responsabilité pénale. Un souffle traversa la salle. Julien ferma les yeux un instant. Pas de cri, pas de larmes, juste un long soupir, celui d'un homme enfin libéré d'un poids invisible. Derrière lui, Maître Duret posa calmement sa main sur son épaule. Un geste discret mais d'une puissance symbolique. Élodie, elle, resta immobile. Mais une étincelle, brève et intense, passa dans ses yeux. Ce n'était pas une victoire dans le sens ordinaire, c'était un rétablissement, une restauration de l'équilibre. La juge poursuivit, cette fois s'adressant à tous, dans un geste rare mais nécessaire. Le tribunal tient à saluer le courage exceptionnel de la jeune Élodie, dont la persistance, la clarté et la droiture ont permis de faire émerger une vérité étouffée. En des temps où la vérité semble parfois noyée dans le vacarme, il est de notre devoir de reconnaître que la justice peut, parfois, venir des endroits les plus inattendus. Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle. Des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis plus francs. Julien se retourna lentement, croisa le regard d'Élodie, et cette fois, il inclina légèrement la tête, dans un geste de respect profond, presque solennel. À la sortie du tribunal, les caméras se ruèrent vers eux. Julien, fidèle à lui-même, refusa toute déclaration. Il ne voulait pas faire de son acquittement un spectacle. Il ne voulait pas se prêter à la comédie médiatique qu'il avait subie. Il se contenta d'un bref communiqué écrit, distribué par son avocat, dans lequel il remerciait la justice pour avoir su écouter au-delà du bruit et rendait hommage à Élodie, dont la voix, ignorée de tous, a sauvé l'essentiel. Le soir même, il se rendit à l'orphelinat Sainte-Claire accompagné d'une représentante du ministère de la Justice. La directrice, plus nerveuse que jamais, l'accueillit avec une politesse rigide. Mais Julien ne s'attarda pas. Il demanda simplement à voir Élodie. Elle l'attendait dans la bibliothèque, assise à sa table favorite, entourée de ses livres et de son cahier toujours ouvert. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux et se leva sans un mot. Ils se regardèrent un moment, sans savoir comment commencer. Ce fut Julien qui rompit le silence. « Je ne suis pas venu te remercier, parce que ce que tu as fait dépasse ce que les mots peuvent dire. Je suis venu t'écouter si tu veux me parler, et si tu ne veux pas, je comprendrai. » Élodie hésita, puis répondit « Je n'ai rien à dire, je voulais juste que ça s'arrête, que les gens écoutent. » « Et ils ont écouté, dit Julien, grâce à toi. » Il lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. Elle l'ouvrit lentement. C'était un livre de droit pour enfants, édition rare, avec une dédicace manuscrite à l'intérieur. À Élodie, qui connaît déjà ce que tant d'adultes ont oublié, la justice ne se mesure pas à la force, mais à la vérité. Elle referma le livre, le serra contre elle. Julien sourit puis se leva. « Ce n'est pas un adieu, dit-il, juste un début. » Il partit sans cérémonie. Mais ce geste, simple et sans mise en scène, marqua profondément l'orphelinat. Le lendemain, un courrier officiel fut reçu à Sainte-Claire.
annonçant qu'un programme spécial d'aide à l'éducation avait été ouvert à la demande expresse de Julien Moreau, en partenariat avec le ministère de la Justice. Il portait le nom de Claire Moreau, la mère de Julien, ancienne institutrice. Ce programme offrirait chaque année des bourses à des enfants orphelins ou en difficulté pour poursuivre des études en droit ou en sciences sociales. Élodie fut la première inscrite. Son dossier fut accepté sans condition. Elle quitta Sainte-Claire 2 semaines plus tard, confiée à une tutrice légale choisie par le programme, une avocate spécialisée dans la défense des mineurs. Une nouvelle vie commençait, loin des murs froids, mais avec le souvenir vivant de ce qu'elle avait traversé. Le procès Moreau entra dans l'histoire judiciaire française comme un exemple de résilience et de renversement moral. Mais pour ceux qui avaient assisté à chaque étape, ce ne fut pas l'affaire d'un millionnaire injustement accusé. Ce fut avant tout l'histoire d'une enfant qui refusa de se taire. Et dans cette vérité, chacun trouva un reflet de sa propre responsabilité. Car dans une salle pleine d'adultes, c'est une voix d'enfant qui fit entendre la justice. L'été s'installa lentement sur Lyon, couvrant la ville d'une lumière dorée et chaude qui semblait adoucir les souvenirs douloureux. Les terrasses se remplissaient à nouveau de conversations légères. Les journaux abandonnaient peu à peu la une, consacrée à l'affaire Moreau, et le nom de Julien cessait de résonner dans la bouche des passants. Pourtant, dans l'ombre de cette apparente normalité, les cicatrices restaient, discrètes mais indélébiles. On n'efface pas en quelques semaines l'impact d'un scandale, même lorsqu'il s'avère infondé. Julien Moreau le savait. Il savait aussi qu'il ne voulait pas revenir à sa vie d'avant, à ses journées rythmées par les bilans, les réunions, les contrats. Il passait désormais son temps entre la gestion restreinte de ses affaires, qu'il avait volontairement simplifiée, et un projet nouveau, né de cette épreuve. Il avait décidé de fonder, en hommage à sa mère Claire Moreau, une structure d'aide aux jeunes issus de milieux défavorisés, axée sur l'éducation, la justice et l'accès à la parole. Pas une œuvre de charité, non. Une fondation active, engagée, qui offrirait à ses enfants non seulement des bourses, mais aussi un accompagnement juridique, scolaire et psychologique. Il voulait que d'autres Élodies puissent exister, sans avoir à crier pour être entendues. La première bénéficiaire fut naturellement Élodie. À peine installée dans sa nouvelle vie, elle reçut une invitation officielle à un événement de lancement de la Fondation Claire Moreau, organisé dans une ancienne école rénovée en centre éducatif. Elle y alla un peu hésitante, entourée de sa tutrice légale, une femme douce et ferme à la fois qui l'aidait désormais dans ses démarches et ses études. Le bâtiment était beau, lumineux, rempli de livres, de matériel informatique, de salles colorées et accueillantes. Rien à voir avec l'austérité de Sainte-Claire. Julien l'attendait dans la cour, vêtu simplement, entouré de quelques journalistes, d'anciens collègues et de représentants des services sociaux. Lorsqu'il la vit, il s'éloigna immédiatement du groupe pour venir vers elle. Il ne lui tendit pas la main, il ne fit pas de geste solennel. Il se contenta de lui parler à voix basse. « C'est ici que ça commence. Pas pour moi, pour eux, pour toi. » Élodie regarda autour d'elle. Des enfants couraient dans les couloirs, d'autres écoutaient une conteuse dans un petit amphithéâtre. Une salle portait déjà son nom, salle Élodie, pour ceux qui n'ont jamais cessé de croire. Elle tourna vers Julien un regard étonné. « Je n'ai rien demandé. »« Justement, répondit-il, c'est pour ça que tu mérites tout. » Ce jour-là, elle prononça un discours bref mais fort. Elle parla aux enfants présents, aux adultes, aux enseignants, aux futurs juristes. Elle ne parla pas de son passé ni de ce qu'elle avait subi. Elle parla de l'importance d'écouter, de croire, de douter aussi parfois, et surtout de ne jamais penser qu'on est trop petit pour faire une différence. Ces mots furent retransmis, repris, traduits dans des écoles, des associations. On lui demanda plus tard si elle voulait entrer en politique. Elle refusa. Elle voulait étudier, devenir avocate, pas pour gagner des causes, mais pour empêcher qu'elle soit mal construite dès le départ. Elle entra dans une école privée partenaire de la Fondation quelques semaines plus tard, avec une bourse complète. Elle eut pour la première fois des fournitures neuves, un sac à dos choisi par elle, des vêtements qui ne venaient pas d'un stock oublié. Mais surtout, elle eut une place, une vraie, pas une tolérance, pas une exception, une place à part entière dans un système qui jusque-là l'avait laissée sur le bord. Julien, lui, continua de travailler dans l'ombre. Il refusait toujours les honneurs, les décorations. Il avait même refusé une proposition de la mairie pour une médaille citoyenne. « Je n'ai rien fait d'exemplaire », avait-il dit.
j'ai juste tenu debout. Mais ce qu'il construisit fut bien plus fort qu'un honneur ponctuel. Il forma une équipe, engagea des juristes, des éducateurs, des psychologues, et ouvrit l'année suivante 2 autres centres à Marseille et Lille. À chaque inauguration, Élodie était présente. Parfois elle parlait, parfois non. Mais toujours, elle observait. Et dans son carnet, elle notait tout. Les visages, les phrases entendues, les injustices nouvelles. Elle préparait déjà ses combats futurs. Leur lien ne fut jamais celui d'un père et d'une fille, ni celui d'un bienfaiteur et d'une protégée. C'était un pacte silencieux forgé dans l'épreuve, scellé par la vérité. Chacun savait ce qu'il devait à l'autre, mais aucun ne le disait. Ils avançaient, parallèles, unis par une cause plus grande qu'eux. Les années passèrent. Élodie grandit. Elle entra à l'université, puis dans une école de droit. Elle se spécialisa en droit pénal et droit des mineurs. Lors de sa première plaidoirie publique, elle cita Julien sans le nommer. Un jour, un homme qu'on avait tenté de détruire m'a appris que la justice ne commence pas dans un tribunal, mais dans un regard posé sans mépris sur un enfant qu'on n'écoute pas. Julien, présent dans la salle, ne dit rien. Mais il se leva le premier à la fin de sa plaidoirie. Il applaudit longuement, le regard plein d'une fierté calme. Et dans ce geste discret mais vibrant se trouvait tout le sens de leur histoire. Une histoire née d'un malentendu tragique, transformée par le courage, restaurée par la vérité et portée enfin vers un avenir de justice partagée.